Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toutes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je suis fils de maçon. Mon père appartenait à cette infanterie de la République qui fut froidement décimée de Verdun au chemin des Dames. Camille Pelletan, bourgeois libéral, bohème et chaleureux tribun, l'avait séduit. Autour de Camille Pelletan, député, ministre, les maçons étaient nombreux. Mon père se fit franc-maçon par conviction politique et par esprit de camaraderie. Un peu comme on entre dans un club ou dans un cercle par sympathie pour ceux qui en sont membres. Positiviste, comme l'on pouvait l'être en 1890, il croyait aux vertus civiques. Ni mystique, ni spiritualiste, il est mort comme on disparaît, dans le silence de la nuit. Il ne fut jamais que maître maçon et ne connut de la maçonnerie que les 3 premiers grades. Je suis bien sûr, pourtant, qu'il fut meilleur maçon que moi. En tout cas, je ne doute pas une seule seconde qu'il se soit donné pour mission de faire de moi un maçon digne de l'idée qu'il avait du maçon exemplaire. Au demeurant, ce souci de faire de moi un franc-maçon répondait à l'ambition qu'il nourrissait à mon sujet. Il avait une idée précise du cursus honorum des hommes politiques républicains. L'enseignement et la maçonnerie, dont les rôles à ses yeux étaient complémentaires, représentaient les voies du pouvoir et de la réussite. Je n'eus jamais la moindre chance de le convaincre du contraire. D'abord parce que, d'un certain point de vue, il avait raison. La vertu du savoir et l'école de la maçonnerie sont des facteurs considérables dans la formation d'une personnalité. Mais aussi parce que sa foi en la justice et en la vérité était indissolublement liée à celle qu'il avait dans l'école et dans la République. Libéral avec intolérance, type d'homme plus commun qu'on ne le croit, il était dupe des affirmations et des apparences. Le drame de la République fut hélas d'avoir servi de paravent aux hommes de proie et de jouer aux faiseurs. Et la République, c'étaient ces humbles qui, comme mon père, croyaient aux mots qu'on leur disait. Quoi qu'il en soit, mon père est mort face à ses illusions, et ce n'est pas d'un homme sans courage. On comprendra que ce n'est pas la perspective de la réussite politique qui m'attira vers la maçonnerie, et ce fut une habileté de la part de mon père que d'éviter de me heurter en mettant l'accent sur cet aspect trop familier et d'ailleurs parfaitement secondaire de la maçonnerie. Pourtant, je me demande encore aujourd'hui si j'ai répondu à son désir secret par obéissance ou par vanité. Je n'ai reçu de sa part ni un ordre ni un conseil, mais je mourais de solitude, et ma soif d'adolescent tourmenté appelait une source abondante et claire. Je succombais en quelque sorte à l'attrait de l'ordre et du mystère. En loge, me disait mon père, tu trouveras la liberté et la possibilité la plus large de t'exprimer. La discipline des réunions, le devoir impératif d'écouter sans interrompre, le respect affectueux de chacun à l'égard de tous, voilà ce qui crée un climat paisible et qui permet des échanges fructueux. Tu formeras ta pensée en méditant sur les symboles et tu l'enrichiras en écoutant les réflexions des individus les plus différents, d'origine, de métier ou de tempérament. Tu auras tout moyen de découvrir et de comprendre celui que tu es, ce que sont les hommes, et peut-être quelque chose de plus. Cela dans la paix du cœur et la joie de l'esprit. Oh, je ne retenais guère de ces propos qu'une perspective, celle qui s'ouvrait sur les discussions et sur les affrontements d'idées. J'aspirais à jouer un rôle. Je voulais convaincre, réformer, donner cours, comme tout adolescent, à l'illusion prétentieuse d'apporter au monde une vérité nouvelle. J'étais à cette époque facilement indigné, impitoyable aux idées reçues et aux hommes en place, féroce à l'égard des imbéciles, et presque tout le monde l'était à mes yeux, et en somme, parfaitement odieux. Pourtant, j'avais la conviction de ma faiblesse et j'étais accablé de doutes. Je ne m'épargnais pas plus que je n'épargnais autrui. Mais si j'étais toujours présent à moi-même, je n'offrais à mes interlocuteurs qu'une apparence agressive et finalement décevante. Je crus vraiment pouvoir trouver en loge et un public et une justification. Je pensais y acquérir ce qui me manquait d'assurance, de jugement et d'information, et j'étais séduit par l'évocation des tenues, du moins telles que me les présentait mon père, et telles que, depuis, je les ai toujours voulues. J'entrais en loge à 18 ans, l'âge minimum pour les fils de maçon. Je n'ai jamais été lofton, et je pense que cette protection accordée aux fils de maçon doit être réservée à ceux qui ont perdu leurs parents. Il faut, pour être maçon, avoir sa majorité civique, et j'ai fait là-dessus un certain nombre de réflexions qui m'engagent à souhaiter le maintien de cette exigence. Même s'il est disponible, un homme ne peut guère répondre de lui-même avant de s'être éprouvé.
Le candidat à l'admission doit, me semble-t-il, non seulement assumer librement sa décision, mais encore ne dépendre de personne, ni pour sa subsistance, ni a fortiori pour ses opinions. Mon père a plus d'une fois quitté pour moi les cotisations. Je ne sais pas s'il a bien fait. Je ne le ferai pas si j'avais un fils. Je n'engagerai jamais personne à se faire maçon s'il ne s'y décide de son propre mouvement. Toute aventure spirituelle doit être vécue dans la plénitude de l'engagement de soi. Si vous n'avez pas vécu ces moments de subtile inquiétude et d'espoir mystérieux, vous ne pouvez guère imaginer ce qui vous arrive quand, timide et agressif, étonné et méfiant, vous vous trouvez pour la première fois dans le temple. Le bandeau dénoué vous livre à l'éclat brutal de la grande lumière, et les épées font au-devant de vous comme une aubade de rayons. Vous êtes parvenu dans un autre monde. Tout prend soudain un visage nouveau, et les amis que vous reconnaissez se révèlent avec une gravité fraternelle qui vous touche comme une grâce. À partir de ce moment, vous pressentez que les événements, les actes, les pensées, que tout ce qui se passera en vous et hors de vous n'aura plus tout à fait le même sens. Vous avez franchi les portes de l'Éternel et vous mettez un certain temps à vous y reconnaître. Peut-être même n'y parviendrez-vous jamais. Mais vous savez, dès lors à n'en plus douter, qu'il y a au-delà de toute chose une autre réalité. Une réalité qui vous échappe encore, mais dont vous ne pourrez plus ignorer l'existence ni le pouvoir. Certes, la cérémonie d'initiation est toute symbolique. Bien sot celui qui s'imagine converti au moment du baptême. Le baptême est le signe d'un accomplissement. Possible ou souhaité? Au théologien de répondre. Et le maçon n'est pas théologien. Au contraire, il prend les choses comme elles paraissent et cherche à savoir ce qu'elles sont. La cérémonie d'initiation est simplement le début d'une aventure. Je ne songeais pas à cela quand, sous le bandeau, j'avais subi l'interrogatoire d'usage. Qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal? Rien. C'était ma réponse. Brutale. Paradoxale, certes, et cependant sincère. Il n'y a toujours pour moi entre l'homme et l'animal, et même entre les hommes, que des différences de degré. Et ce ne sont pas les discussions autour des rêveries de Teilhard de Chardin qui m'ont fait changer d'opinion. L'évolution est une question difficile. Au lieu de montrer la légèreté de toute opinion, mon interrogateur argumenta. Il n'avait pas à le faire. Il ne devait pas le faire. Il céda aux besoins didactiques qui, hélas, sommeillent en beaucoup de maçons. La conscience, la parole, les rites. Mais la réponse m'était facile. Que savons-nous? Que savons-nous de ce qui se passe dans le cerveau d'un animal? Et s'il n'est pas doué d'un langage? Quant aux rites, ce n'était que jeu. Les migrations, les territoires de chasse, les approches amoureuses, autant de rites, si l'on veut. J'étais en somme à mon affaire. Mais ce n'était pas là du travail maçonnique. J'aurais dû recevoir ce jour-là une première leçon. Le travail en loge, ce n'est pas dans la discussion qu'il s'opère, mais par la réflexion. Médite, et tu comprendras. Je fus reconduit hors de la pièce où j'avais subi mon interrogatoire. J'ignorais alors que c'était le temple. Le brave homme qui m'accompagnait était heureux. Je sentais à ses propos, à la façon dont il veillait à prévenir mes réactions, à désamorcer mes surprises, que l'événement était pour lui, et je le soupçonnais pour tous, une véritable prise de possession affective. Comme l'accueil d'un être que l'on va aimer, mais que par prudence, et peut-être par défi de soi, on s'interdit d'embrasser trop vite. Ce qui me frappait, c'était une certaine bienveillance que je sentais et qui tranchait avec l'idée de rigueur que j'avais formée. J'étais troublé quand, raidi dans mon orgueil, me sentant sans défense sous ma carapace de froideur, doutant de moi, sensible, séduit par le prestige des idées et le mirage d'une tradition mystérieuse, je fis mon entrée dans le temple, je n'aurais pas avoué pour tout l'or du monde que je faisais mon entrée en religion. Et cependant, au moment où j'écris ces lignes, plus de 30 ans après l'événement, si on me demandait ce que représente pour moi la maçonnerie, je répondrais « la religion de l'esprit ». Mais qu'on m'entende bien. Tant que j'aurai un souffle de vie, je refuserai de lui donner le nom d'église. Car l'église, n'importe quelle église, est à mon sens le tombeau de l'esprit. D'ailleurs, je doute que Jésus aurait ressuscité s'il avait été enseveli dans une église. Passons. Je fus prié de courber la tête. Je franchissais la porte basse, je tâtonnais pour ne pas heurter les murs. Des compagnons me guidèrent à travers les obstacles, ils me rassuraient doucement. Je ne pensais à rien. Je subissais, sans doute sous le coup de l'émotion. C'est ainsi que commencent toutes les conversions. Dire que les bougies, l'atmosphère fumeuse, le mobilier désuet, les bancs vieillots et les décors passés firent sur moi forte impression serait vraiment forcer les termes. Au reste, la maladresse des acteurs, la lenteur des opérations m'impatientaient.
L'ensemble de la cérémonie me parut assez incohérent et même puéril. Je comprenais bien le symbolisme élémentaire dont on l'a souligné. L'enfance, l'adolescence, l'âge d'homme. Mais c'était trop peu. Commentaire bien inutile s'il ne s'agissait que d'évoquer la croissance et l'éducation, mais dérisoire si l'on considère après une vie tout ce qui sépare la naissance de la vraie lumière. Rien n'est jamais dit d'essentiel, sinon peut-être que tout est symbole, et l'on n'a pas besoin vraiment d'en savoir plus. Les clés dont on a besoin ne nous sont accessibles qu'après de longues épreuves que les rituels ne font hélas qu'évoquer provisoirement. Bref, je me retrouvais déçu et frustré de toute révélation spirituelle. Avais-je raison d'être déçu ? En fait, que m'avait-on promis ? Que je comprendrais sans doute un jour. Je n'avais qu'à attendre et persévérer. C'est ce que je fis. Je n'apprécie bien qu'aujourd'hui ce que pouvait avoir de touchant l'archaïsme du temple où je fus fait maçon. C'était une vieille maison basse, dans une ruelle étroite et sombre au pied des remparts du château. J'aurais dû voir ce que signifiait cette rencontre sans doute fortuite. Je ne sens qu'avec des regrets ce que la naïveté des frères introducteurs pouvait avoir de touchant. Regret de n'avoir pu comprendre la profondeur de leur foi, de n'avoir pas su que l'acte qui transmet éveille l'espoir dans les cœurs, et surtout de n'avoir pas perçu la grandeur de ce don, d'autant plus noble que ceux-là qui donnent ne savent pas toujours si le don ne sera pas méprisé. Je mesure, après bien des expériences, la portée de cette humble scène, véritable retour aux sources que la nécessité imposait à mes initiateurs, mais qui n'en est que plus profondément révélatrice de leur foi. J'ai vu trop de sots demander aux appareils sonores et lumineux de l'industrie moderne un éclat dépourvu de sens. J'ai vu trop de pédants épurer, sublimer, moderniser les rites, comme s'il suffisait d'appauvrir un rituel pour le rendre intelligible. Je sais maintenant que les choses doivent parler et dire ce qu'elles ont à dire. Je sais que nous ne sommes pas capables de comprendre ce qu'elles disent quand nous nous éloignons trop d'elles. La médiocrité des moyens est souvent plus révélatrice que la simplicité élaborée. Elle est moins trompeuse sans doute, car la simplicité demande un certain génie. Si j'avais à procéder à une initiation, je choisirais une cave, à défaut de grotte. Une cave voûtée aux murs suintants d'humidité. J'aurais des chandelles fumeuses et des compagnons aussi frustes que possible. Je sais bien qu'aujourd'hui on recherche une certaine distinction, une touche de futurisme ne déplaît pas. Il faut beaucoup de finesse pour percevoir sous l'habit, dans l'éclat d'une salle brillante, le moment sombre et difficile des recommencements. Je me demande si, à force de simplifier ou de simplifier le rituel et de perfectionner l'appareillage, on n'est pas tout simplement sur la voie de la contre-initiation. Le candidat est-il suffisamment préparé, intellectuellement et affectivement, pour saisir la portée de ce qu'il vit symboliquement ? Nous avons la mauvaise habitude de confondre la multitude des informations dont disposent les hommes de notre temps avec le sens des réalités, avec la connaissance des rythmes, avec la perception des forces profondes et constantes de la nature. Ni le micro, ni les néons ne rendent plus aisée à l'homme moderne la véritable révolution, la conversion, comme on disait au XVIIe siècle, qui le place devant la double nécessité de sa condition, nécessité de vivre dans le monde et nécessité de vivre par soi, dans un constant effort de dépassement intérieur. Sommes-nous si loin de l'animalité que nous ayons quelque chose à gagner en oubliant ces exigences ? Les ténèbres, le froid, la faim, la peur, le sommeil surtout, et l'impuissance qui sont les premiers obstacles surmontés par l'homme éternel. Les visions, les fièvres, les troubles intimes qui nous assaillent encore comme au premier jour, les avons-nous maîtrisés ? Les menaces dont nous essayons de nous délivrer en appelant à la raison et au jugement sont-elles moins pressantes que jadis ? Comment peut-on concevoir que l'homme se prétende évoluer quand la guerre, la famine, la misère ne sont pas éliminés de cette terre ? Attention, je ne dis pas qu'il soit possible d'en venir à bout. Je dis, l'existence de ces phénomènes humains nous ramène à l'humilité nécessaire. À notre porte, prête à faire irruption et à bouleverser notre fausse quiétude, toute la puissance cosmique est présente. La moindre alerte nous trouve plus désarmés que les hommes ne l'ont jamais été. Avons-nous d'autres perspectives que la quête de la paix profonde, celle du monde intérieur pour affronter l'avenir ? Et cette quête est-elle bien différente de celle de nos ancêtres ? Parce que nous vivons dans le ruissellement des Lumières, parce que nous n'avons plus de peur qu'imaginaire, parce que nous découvrons les maîtres de forces étonnantes, nous perdons le sentiment de notre fragilité, nous ne voyons plus que ce qui nous menace et dont nous étions hier encore les prisonniers, est toujours présent autour de nous. Sachons retrouver le chemin qui conduit à l'arche. Le drame de notre siècle
c'est que nous ne sommes jamais ramenés à nous-mêmes que par des choses de l'extérieur, par des événements imprévus. Nous ne prenons pas en charge notre propre destin et l'événement nous surprend. Pourtant, l'eau, le feu, la terre, l'air sont toujours la substance de notre vie. Pour avoir écarté leurs menaces, l'homme ne les a pas éliminés. Qu'ils prennent garde. Ce sont des forces éternelles. Malheur à l'humanité si elle ne sait pas se les concilier. L'homme ne peut vivre comme si le cadre artificiel qu'il a construit pour se protéger contre l'univers et contre lui-même suffisait à jamais. La cérémonie initiatique a d'abord cette signification qu'il importe de ramener l'homme aux réalités et à lui faire prendre conscience de ses origines et donc de ses limites. Elle a pour fonction d'établir entre l'homme et les forces de l'univers un pacte d'alliance, réel ou symbolique, il n'importe, mais clairement posé. Quant à la valeur d'engagement qu'elle prend aussi, nécessairement, c'est l'essence même de la relation symbolique qui se noue au cours de la cérémonie. C'est une forme de contrat. Contrat particulier sans doute, car le contrat social qui fonde tous les contrats n'est jamais établi sinon dans la profondeur des consciences, dans l'intimité des contractants. C'est de soi à soi que l'on jure de vivre dans la solidarité nécessaire. On forme pacte avec des fantômes comme dans Hamlet. La solidarité est un fait, et cependant, elle ne prend son sens véritable que par le consentement, par le libre consentement de chacun. Toute la sagesse, comme toute la foi du monde, me semble liée à l'intelligence de cette relation. On finit toujours par comprendre et par vouloir ce qui est. J'ai déjà dit que je m'étais demandé si mon admission dans l'ordre des francs-maçons ne pouvait pas être assimilée à une entrée en religion. Ce que je constatais, au premier temps de ma fréquentation de la loge, c'est une certaine passivité. Je me trouvais comme prise en charge et me sentais orienté, du moins apparemment, vers un mode de réflexion et un certain nombre de connaissances qui me paraissaient un peu factices. Je réagis, et par esprit d'opposition, je me mis à contester les prétentions des anciens de la loge et leurs pratiques. Bon, je ne dis pas que je fis bien, je dis que ce que je fis était inévitable et nécessaire et finalement me fut utile. Je ne mesurais pas l'importance de notre dette à l'égard du milieu, de ce qui monte des racines immémoriales. J'étais prêt à croire que nous naissions tout armés du cerveau de Jupiter. Et pourtant, que pouvons-nous comprendre si nous n'avons pas découvert que l'univers qui nous entoure est le royaume de l'aventure où nous nous lançons à corps perdu et en aveugle? Il y a un mystère, oui. C'est que les hommes sont parvenus, si peu que ce soit, à connaître et agir sur les choses. Ils ont conquis sur le monde qui les entoure et qui les presse un certain nombre de secrets, dont les plus familiers, ceux du temps et de l'espace, ceux du mouvement et de la communication, sont l'incalculable patrimoine que les générations se transmettent. J'apprenais à pratiquer le vocabulaire maçonnique et à considérer les décors de la loge, l'importance de ces notions familières. J'en vins à me demander si l'acquisition de ces notions n'était pas en définitive le problème majeur. Je prenais conscience que des concepts comme celui de révélation, comme celui de cause, méritaient de longues méditations. Comment pouvons-nous y voir clair et nous reconnaître sur cette terre? Sommes-nous faits à son image ou au contraire sommes-nous capables de construire le monde à la nôtre? Qui répond jamais à ces questions? En ce qui me concerne, étranger à toute éducation religieuse, je n'eus pas à m'interroger sur la portée du rituel maçonnique. J'étais malgré mes études, ou peut-être à cause d'elles, incapable de saisir pleinement le poids de l'irrationnel dans l'aventure humaine. La cérémonie d'initiation m'avait donné le sentiment qu'il existait une autre façon de vivre que celle qui se fonde sur des certitudes. La difficulté, et je le vois maintenant, c'est que celui qui ne reçoit pas l'initiation comme une figuration symbolique du devenir nécessaire et orienté de l'homme vers l'inaccessible peut se dire maçon comme tout un autre. Mais je me demande s'il a quelque chance de comprendre la maçonnerie dans la perspective spirituelle de l'humanité. Dans la mesure où la loi du devenir nécessaire est comprise comme la loi même du présent, les maçons ne peuvent en effet considérer que ce qui est que comme un moyen, comme une voie possible parmi d'autres, comme une ouverture vers ce qui n'est pas encore, mais jamais comme une réponse définitive, jamais comme un absolu. Si le savoir est au bout du chemin, il y est comme la liberté et comme la justice, au bout d'un chemin qui ne finit jamais. L'heure du repos n'a pas encore sonné. Je venais de me reconnaître parmi les constructeurs d'un temple impossible à achever et auquel cependant nous ne pouvions jamais cesser de travailler. Le seul absolu, c'est la relativité de toute chose par rapport à l'homme. Voilà ce que j'avais appris au cours de mes premiers voyages.